Blueprint 4, l'esprit de l'investisseur. Chapitre 1. Je suis le joueur d'échecs quantique, naviguant dans les probabilités. Je suis ici, dans le silence de ma propre conscience. Je ressens la stabilité de mon corps, le rythme calme de ma respiration. Autour de moi, le monde bruisse d'informations, de signaux, de mouvements, un flux constant de données, de prix, d'opinions. Pendant longtemps, j'ai pu voir cela comme un jeu linéaire, une partie de dames où chaque coup entraîne une conséquence directe et prévisible. Mais dans ce silence, je laisse cette perception se dissoudre. Une nouvelle réalité, plus profonde et plus vraie, prend sa place. Je ne suis pas assis devant un échiquier de bois. Je suis suspendu au-dessus d'un plateau de jeu dont la substance est la lumière et le potentiel. C'est l'échiquier quantique. Les pièces ne sont pas solides. Elles sont des nuages de probabilités, des formes translucides qui vibrent d'une multitude de futurs possibles. Je peux presque entendre leur bourdonnement, le son subtil de tous les chemins qui pourraient être. L'air lui-même crépite d'une énergie froide, l'énergie de l'incertitude pure. Je ne suis pas un simple joueur, je suis un navigateur dans cet océan de possibilités. Je suis le joueur d'échecs quantiques. Cette identité s'ancre en moi, non comme une affirmation, mais comme une reconnaissance de ma véritable nature face à la complexité. Mon pouvoir ne réside pas dans la capacité de prédire le coup suivant avec une certitude absolue. Cette position future. Même si par le passé j'ai pu être paralysé par la peur de faire le mauvais mouvement, je réalise maintenant qu'il n'y a pas de mauvais mouvement. Il n'y a que des mouvements qui modifient le paysage probabiliste. Cette perspective est une libération. La pression de devoir avoir raison s'évanouit, remplacée par la sérénité intense de celui qui navigue avec les courants plutôt que de lutter contre eux. Je suis en paix avec le fait que je ne contrôle pas le résultat final. Je ne contrôle que mon processus, ma perception des probabilités et la discipline de mes décisions. Cette certitude est ma forteresse. Elle me permet de rester calme au cœur de la volatilité, de voir la structure dans le chaos apparent. Je suis le joueur d'échecs quantique et le jeu est infiniment plus vaste et plus beau que je ne l'avais jamais imaginé. Chapitre 2. J'embrasse l'incertitude comme le terrain de jeu fondamental. Depuis mon poste d'observation quantique, je regarde le plateau et je vois sa nature la plus essentielle, l'incertitude. Éliminé. Aujourd'hui, je le ressens différemment. J'embrasse l'incertitude, je la laisse m'envelopper. Ce n'est pas un vide, c'est un milieu fertile, une nébuleuse primordiale où toutes les opportunités naissent. C'est le silence avant la musique, la toile vierge avant le premier coup de pinceau. Je peux sentir sa texture, une brume fraîche et vivifiante qui stimule mes sens au lieu de les paralyser. La certitude, je le réalise maintenant, est une illusion. C'est un état stérile, un paysage figé où rien ne peut plus grandir. L'incertitude est le signe même de la vie, du potentiel, du jeu qui est toujours en cours. Même si mon esprit a été conditionné à chercher des garanties, des réponses définitives, je choisis maintenant de trouver ma sécurité, non pas dans la certitude, mais dans ma capacité à danser avec l'incertitude. Je ne cherche plus à la conquérir, je cherche à la comprendre. Je la laisse être mon partenaire. C'est le terrain de jeu où mon habileté a de la valeur. Sans incertitude, il n'y a pas de risque. Et sans risque, il n'y a pas de récompense. C'est la friction de l'inconnu contre ma stratégie qui crée l'étincelle de la valeur. Je ressens cette acceptation comme un relâchement profond dans mon système nerveux. La lutte cesse. Je ne suis plus un soldat en territoire ennemi. Je suis un explorateur dans une jungle luxuriante et inconnue. L'incertitude est mon élément naturel. C'est l'eau dans laquelle je nage ou de l'air que je respire. Et en l'embrassant pleinement, je découvre une confiance tranquille. Une force qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ma propre capacité à naviguer, à m'adapter et à prospérer au cœur même de l'inconnu. Chapitre 3. Je pense en spectre de probabilité, pas en certitude linéaire. Ce terrain de jeu de l'incertitude exige un nouvel instrument de vision. La pensée binaire, le simple oui ou non, ça va monter ou ça va descendre, est un outil grossier, inadapté à la subtilité du jeu quantique. Je choisis de le remplacer par un instrument d'une précision infiniment supérieure. Mon esprit ne voit plus une seule ligne temporelle s'étirant vers le futur. Il perçoit un cône de possibilités qui s'élargit à partir du moment présent. Chaque décision, chaque événement n'est pas un point sur une ligne, mais l'embouchure d'un delta où le fleuve de la réalité se divise en de multiples bras. Certains de ces bras sont larges et puissants, des futurs à haute probabilité. D'autres sont des ruisseaux étroits, des scénarios moins
de résultats potentiels. Je n'affirme pas « le prix sera X ». Je construis une matrice mentale. Il y a une probabilité de 60% que le prix se situe dans cette fourchette, 30% dans celle-ci et 10% qu'un événement extrême se produise. Ce n'est pas de l'indécision, c'est de la clarté. C'est la différence entre regarder une seule couleur et voir tout le spectre lumineux. Je choisis de ne plus être aveugle à la complexité. J'entraîne mon esprit à évaluer, à pondérer, à calculer la valeur attendue de mes décisions à travers l'ensemble de ce spectre et non sur la base d'une seule prédiction fragile. Cette méthode de pensée devient mon mode opératoire par défaut. Elle est froide, analytique, et elle me libère de l'emprise de l'espoir et de la peur. Ces émotions naissent de l'attachement à un seul résultat spécifique. En embrassant le spectre entier, je me détache de chaque résultat individuel. Ma sérénité ne dépend plus de l'exactitude d'une prédiction, mais de la rigueur de mon processus d'évaluation. Je suis un cartographe des futurs possibles, et c'est dans cette clarté probabiliste que je trouve mon avantage le plus décisif. Chapitre 4. Mon équilibre émotionnel est mon avantage stratégique principal. Suspendu au-dessus du plateau quantique, cartographiant les spectres de probabilité, je reconnais que l'outil le plus crucial n'est pas ma capacité d'analyse, c'est le silence à l'intérieur de moi, c'est mon équilibre émotionnel. Cet équilibre n'est pas une absence d'émotion, c'est un état de calme profond et stable, un océan intérieur dont la surface peut être ridée par le vent des nouvelles du jour, mais dont les profondeurs restent imperturbables. Je peux sentir ce calme maintenant, une densité, un poids rassurant au centre de ma poitrine. C'est le point zéro, le niveau de référence à partir duquel toutes mes perceptions sont calibrées. Je reconnais que les émotions fortes, l'euphorie de l'avidité, la contraction glacée de la peur, sont comme des lentilles déformantes. Elles colorent les probabilités, elles rétrécissent le cône des futurs possibles à une seule ligne terrifiante ou exaltante. Elles me rendent aveugle. Mon équilibre émotionnel est mon avantage stratégique principal. C'est la forteresse silencieuse depuis laquelle j'observe le jeu. C'est le gyroscope qui maintient ma perspective stable, peu importe la turbulence du marché. Même si par le passé j'ai pu me laisser emporter par les vagues collectives de panique ou d'exubérance, je choisis maintenant de m'ancrer dans ce calme. Je suis un observateur, pas un participant au drame émotionnel. Je ressens l'émergence d'une émotion. Je la nomme « Tiens, voilà de la peur ». Et je la laisse passer comme un nuage dans le ciel de ma conscience, sans m'identifier à elle, sans la laisser prendre les commandes. Je cultive cet équilibre comme un athlète cultive sa force, par la méditation, par la discipline, par le rappel constant que celui qui maîtrise ses propres réactions maîtrise le jeu. Cet équilibre n'est pas passif. Il est actif, c'est une puissance, c'est la clarté qui me permet de voir ce que les autres, aveuglés par leurs émotions, ne peuvent pas voir. C'est le silence qui me permet d'entendre le signal faible de l'opportunité au milieu du bruit assourdissant du marché. Chapitre 5. Je dissous l'impact de la peur et de l'avidité sur mes décisions. Je suis dans mon centre de commandement intérieur, cet espace de calme absolu. Et depuis ce point d'observation, je regarde les deux grandes forces qui déforment le plateau quantique, la peur et l'avidité. Je les vois non pas comme des monstres, mais comme des champs de force gravitationnels. La peur est un trou noir. Je la sens approcher. C'est une contraction, un froid qui se propage. Sa gravité est immense. Elle attire toute l'attention, aspire la lumière, courbe l'espace-temps des probabilités jusqu'à ce que le seul futur visible soit celui de la perte maximale. Elle me crie « Ventoux, sors maintenant !» Je reconnais sa signature énergétique et au lieu de me laisser attirer, j'active mon propre champ de force, mon protocole, ma stratégie, mon calme. Je ne la combats pas, je la contourne. Je maintiens ma trajectoire, ancrée dans ma logique probabiliste, et je la regarde passer, reconnaissant qu'elle n'est qu'une force de la nature du marché, pas une vérité sur mon avenir. L'avidité est une supernova. Je sens sa chaleur, son éclat aveuglant. C'est une expansion, une euphorie qui me promet des gains infinis et immédiats. Elle crie « Achète plus !» Ne rate pas ça, c'est l'opportunité d'une vie. Elle déforme la réalité en illuminant un seul chemin glorieux et en éteignant tous les autres. Je reconnais son éclat trompeur. Et de la même manière, je m'ancre dans mon processus. Je me rappelle mes règles de gestion du risque, ma thèse d'investissement initiale. Je ne me laisse pas brûler par sa chaleur. Je la regarde de loin, appréciant sa beauté dangereuse, mais refusant de dévier de ma route. Même si ces deux forces ont pu gouverner mes actions dans le passé, je suis maintenant immunisé contre leur chant de sirène. Je ne prends plus de décisions sous leur influence. Jamais. Je les laisse se déchaîner sur le plateau, affectant les autres joueurs, et je profite de la clarté qu'elles me laissent pour voir les opportunités qu'elles créent. Ma souveraineté émotionnelle est le bouclier qui me permet de naviguer au milieu de ces tempêtes cosmiques sans être affecté.
Chapitre 6. Je me détache du résultat immédiat pour me concentrer sur le processus. Le résultat de chaque coup sur l'échiquier quantique est, par nature, incertain. Y attacher mon état émotionnel est la recette assurée pour l'épuisement et l'erreur. Je fais donc un choix conscient et radical. Je me détache. Je visualise le résultat de mon prochain mouvement. Je le vois comme une sonde que je lance dans le brouillard des probabilités. Une fois lancée, elle ne m'appartient plus. Je ne la suis pas du regard avec anxiété. Je ne prie pas pour qu'elle atteigne une cible précise. Mon travail s'est terminé au moment du lancement. Mon travail était la qualité de la préparation, la rigueur de l'analyse, la discipline de l'exécution. C'était le processus. Je peux contrôler mon processus à 100%. Je ne contrôle le résultat qu'à 0%. Mon attention se détourne donc complètement du futur immédiat pour revenir au présent. Ma satisfaction, ma fierté de joueur, ne vient pas du gain ou de la perte sur un seul coup. Elle vient de la certitude d'avoir exécuté mon processus à la perfection. Ai-je analysé toutes les probabilités pertinentes? Ai-je respecté mes règles de gestion du risque? Ai-je agi sans l'influence de la peur ou de l'avidité? Si la réponse est oui, alors le coup est un succès, quel que soit le résultat financier. Un coup rentable basé sur une décision impulsive est un échec. Une perte calculée issue d'un processus impeccable est une victoire. Même si la société et mon propre câblage primitif me poussent à juger chaque action par son résultat immédiat, je choisis de me rééduquer. Je suis un scientifique dans mon laboratoire, plus intéressé par la validité de son protocole expérimental que par le résultat d'une seule expérience. Je sais que si mon processus est solide, s'il a une espérance de valeur positive, alors sur le long terme, sur des centaines de coups, les résultats prendront soin d'eux-mêmes. Je me libère de la tyrannie du court terme. Je trouve la paix et la puissance dans la seule chose que je maîtrise vraiment, la qualité de mon jeu, coup après coup. Chapitre 7. Je pense en termes d'espérance de valeur, pas de taux de succès. Mon esprit est maintenant détaché du résultat de chaque coup. Je peux donc me concentrer sur la géométrie profonde du jeu. Je ne cherche plus à avoir raison le plus souvent possible. Cette quête est une distraction. Je suis un joueur quantique et la seule métrique qui compte est l'espérance de valeur. Je prends une décision potentielle et je la place sous la lentille de mon analyse. Je ne me demande pas « est-ce que ça va marcher ?» La question que je pose est « quelle est la valeur de ce pari ?» répété 100 fois. Je cartographie le spectre des résultats possibles, comme un ingénieur. Pour chaque résultat, j'estime sa probabilité d'occurrence et je la multiplie par le gain ou la perte associée. Je fais la somme de tous ces produits. Le nombre qui en résulte est froid, impersonnel et c'est la seule vérité qui m'intéresse. C'est l'espérance de valeur, EV. Je réalise qu'un pari avec 90% de chances de succès peut avoir une EV négative si les 10% de pertes sont catastrophiques. Inversement, un pari qui échoue 70% du temps peut être extraordinairement profitable si les 30% de succès génèrent des gains massifs. Je choisis de rééduquer mon cerveau pour qu'il trouve de la beauté dans cette dernière proposition. Je me libère de l'attachement psychologique à un taux de succès élevé. Mon ego n'a pas besoin d'avoir raison souvent. Mon capital a besoin que je prenne des décisions avec une EV positive, encore et encore. Ce calcul devient un réflexe, une seconde nature. Avant chaque mouvement, j'estime l'EV. Si elle est positive, j'envisage le coup. Si elle est négative, je passe, sans aucun regret, même si ce coup se révèle être un gagnant pour quelqu'un d'autre. Mon processus de décision est maintenant gouverné par cette logique mathématique et non par l'intuition, l'espoir ou la peur. Je ne joue pas à la loterie, je gère un portefeuille de probabilités. Et mon seul guide est la lumière froide et claire de l'espérance de valeur. Chapitre 8. Je recherche activement les opportunités asymétriques, risques limités, potentiel élevé. Armé de ma compréhension de l'espérance de valeur, je ne regarde plus le plateau de la même manière. Je ne cherche plus les mouvements sûrs ou les prochains grands coups. Mon regard scanne le paysage des probabilités à la recherche d'une configuration très spécifique, d'une anomalie géométrique dans le tissu de l'incertitude. Je recherche la symétrie, je visualise chaque opportunité comme un graphique. Sur l'axe des Y, le potentiel de gain et de perte. Sur l'axe des X, le temps. La plupart des opportunités sont symétriques. Le potentiel de gain est à peu près équivalent au potentiel de perte. Je les ignore. Mon attention est attirée par une forme différente, une forme belle et rare. C'est le graphique où le potentiel de perte est faible, plafonné, limité. Un petit fossé peu profond. Mais le potentiel de gain, lui, est ouvert, exponentiel, s'élevant vers le ciel comme une montagne sans sommet. C'est une opportunité asymétrique. Je deviens un collectionneur de ces asymétries.
C'est ma stratégie d'ouverture. Mon travail n'est pas de trouver le gagnant à coup sûr, mais de placer des paris où si je perds peu, et si je gagne beaucoup. Je comprends que je peux avoir tort sur 8 de ces paris sur 10. Les 2 qui réussissent peuvent potentiellement financer toutes les pertes et générer un profit substantiel. Cette approche change radicalement ma psychologie. Les petites pertes ne sont plus des échecs. Elles sont le coût d'acquisition, le prix du ticket pour avoir le droit de jouer à un jeu où les gains sont démesurés. Même si le monde financier est obsédé par la prédiction, je choisis de me concentrer sur la structure des paris. Je me pose des questions systémiques. Comment puis-je structurer ce mouvement pour que ma perte maximale soit de 1, tout en gardant un potentiel de gain de 10, 20 ou 100 ? Cette seule question est plus puissante que des milliers d'heures d'analyse prédictive. Je ne suis plus un devin. Je suis un architecte de structure de risque et je construis mon succès sur la fondation solide des paris asymétriques. Chapitre 9. Je prépare mes mouvements avec patience et précision analytique. La recherche d'opportunités asymétriques n'est pas une chasse frénétique. C'est le travail d'un naturaliste qui attend patiemment, pendant des heures, dans le silence de la forêt, l'apparition de l'animal rare. Ma qualité première, dans cette phase, est la patience. Je m'assois devant le flux d'informations, mais je ne réagis pas. Je suis une montagne. Je laisse les nouvelles, les paniques, les euphories de court terme s'écraser sur mes flancs, comme des vagues, sans m'affecter. Je ne ressens aucune pression à devoir faire quelque chose. Mon état, par défaut, est l'inaction. Je sais que la plupart des mouvements possibles ont une EV neutre ou négative. Agir sans une raison claire et convaincante est le chemin le plus sûr vers l'érosion du capital. Mon mantra est « il n'y a pas de mauvais moment pour ne rien faire ». Quand une configuration potentiellement asymétrique apparaît à l'horizon, ma patience se transforme en une activité intense, mais interne et silencieuse. La phase d'analyse commence. C'est un travail de profondeur. Je suis un enquêteur, un chercheur, je lis, j'étudie, je modélise, je teste la thèse sous tous les angles. Je joue l'avocat du diable, cherchant activement toutes les raisons pour lesquelles mon idée est fausse. Je ne tombe pas amoureux de mes idées. Je les stresse, je les torture, jusqu'à ce que seuls les plus robustes survivent. Cette préparation est mon rituel. Elle est lente, méthodique, parfois fastidieuse, mais elle est non négociable. Même si l'excitation de l'opportunité me pousse à agir vite, je m'en tiens à mon processus. La patience dans l'attente, suivie de la précision dans l'analyse, est la seule combinaison qui me donne le droit de placer un pari. C'est ce travail en amont, réalisé dans le calme et la solitude, qui me donne la confiance inébranlable dont j'aurai besoin lorsque le moment de l'exécution arrivera. Chapitre 10. Ma gestion du risque est impeccable et non négociable. La patience et l'analyse m'ont conduit à ce point. Le coup est joué. La position est prise. Le submersible de mon capital est maintenant en eau profonde. Et à cet instant, un nouveau système prend le commandement total. C'est le système de confinement, le protocole de gestion du risque. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une ligne directrice. C'est une loi physique de mon univers d'investissement. Je le visualise comme le plan d'une chambre forte. Avant même d'y placer mon capital, j'ai défini avec une précision d'ingénieur les limites absolues de toute perte potentielle. Ce n'est pas un chiffre vague. C'est un pourcentage fixe et prédéterminé de mon capital total. 1%. Pas Jedan Zarez, Jedan Posto, pas Jedan Zarez, Pet Posto. 1. Ce chiffre est gravé dans l'acier de mon système. Mon niveau d'invalidation, mon stop-loss, n'est pas un espoir. C'est une coordonnée précise sur le graphique, un fil laser. Si le prix touche ce fil, le mécanisme de la porte blindée se déclenche. Sans exception, sans délibération. Mon système de dimensionnement de position est tout aussi rigide. La taille de chaque position est calculée en fonction de cette perte maximale autorisée. Je n'autorise jamais une seule position à avoir le pouvoir de compromettre l'intégrité de mon capital global. Même si par le passé l'espoir a pu me faire dévier, me susurrer de donner un peu plus d'espace à une position perdante, je choisis maintenant d'obéir à la logique froide et impeccable de mes règles. L'espoir est l'ennemi de la gestion du risque, mon système est l'antidote. Ces règles ne sont pas des contraintes. Elles sont ma plus grande liberté, parce que je sais, avec une certitude absolue, que ma perte maximale est contrôlée sur chaque coup, la peur de la perte catastrophique est éliminée. Mon esprit est libéré pour se concentrer sur la stratégie et non sur la survie. Mon protocole de gestion du risque est le bouclier qui me garantit de pouvoir rester sur le plateau de jeu pour toujours. Il est impeccable, il est automatique, il est non négociable. Chapitre 11. Je m'adapte dynamiquement au mouvement du plateau sans déviation émotionnelle.
Mon protocole de risque est la coque indestructible de mon vaisseau. À l'intérieur de cette sécurité absolue, je peux maintenant naviguer avec fluidité et grâce. Je suis le capitaine qui sent le vent changer, qui observe la houle se former et qui ajuste ses voiles en conséquence. Je suis en état de vigilance calme. Je ressens le flux et le reflux du marché, non pas comme une menace, mais comme une information. Une nouvelle donnée économique, un changement de sentiment, un mouvement de prix inattendu. Je les perçois comme un courant qui change. Je ne panique pas, je ne me raidis pas, je ressens ce changement dans mon corps, une sensation neutre, une donnée à intégrer. Je reste dans mon centre de calme, ce point d'équilibre que rien ne peut déloger. Ma thèse d'investissement initiale est ma carte de navigation, mais je sais que la carte n'est pas le territoire. Si de nouvelles informations apparaissent qui invalident fondamentalement ma thèse, je ne m'accroche pas à ma carte par orgueil. Je l'ajuste. Je peux choisir de réduire ma position, de resserrer mon stop ou même de sortir complètement. Non pas par peur, mais par sagesse. C'est une adaptation stratégique. Je fais la distinction cruciale entre le bruit aléatoire, les petites vagues qui secouent le bateau, et un véritable changement de marée. J'ignore le bruit. Je respecte la marée, même si par le passé, une nouvelle inattendue pouvait déclencher une réaction impulsive, je la ressens maintenant comme une invitation à la réévaluation consciente. Mon équilibre émotionnel est l'eau profonde sous la quille de mon navire. Il absorbe les chocs de la surface. Je ne suis pas un rocher qui se fait battre par les vagues. Je suis l'eau qui s'adapte à l'obstacle et continue de couler. Cette flexibilité à l'intérieur d'une structure de risque rigide est la signature de ma maîtrise. Chapitre 12. J'exécute ma stratégie avec une discipline inébranlable. Le moment arrive, il arrive toujours. Le prix approche de mon niveau d'invalidation ou de ma cible de profit. La phase d'analyse est terminée, la phase d'adaptation a été menée. Il ne reste qu'un seul acte, l'exécution. À cet instant, je deviens un instrument. Toute délibération cesse, toute émotion est purgée du système. Je suis un chirurgien dont la main tient le scalpel au-dessus du patient. L'hésitation est plus dangereuse que l'incision. Mon doigt se déplace vers le bouton de la souris. Mon esprit est vide. Il n'y a pas de « et si ça remonte ?» Pas de peut-être que ça peut aller plus haut. Il n'y a que le plan que j'ai conçu dans le calme, la logique et la froideur. Quand mon stop-loss est atteint, je coupe. L'acte est mécanique. Le son du clic de la souris est le son de la discipline qui préserve mon capital. Je ressens non pas de la déception, mais un sentiment de propreté. Un travail bien fait. Le protocole a été respecté. Je suis libre de passer au coup suivant. Quand ma cible de profit est atteinte, je vends. Je ne laisse pas l'avidité prendre le contrôle et me faire espérer plus. Le plan était de prendre ce profit. J'exécute le plan. Le clic est le même. Le sentiment de propreté est le même. L'obéissance au système est totale. Même si par le passé j'ai pu être paralysé par l'indécision au moment crucial, je choisis maintenant l'action pure et sans friction. L'exécution n'est plus une décision, c'est la conséquence inévitable de ma préparation. C'est l'accomplissement de ma stratégie. Cette discipline inébranlable est la lame qui tranche les liens avec le doute, la peur et l'avidité. C'est l'acte final qui transforme ma stratégie en réalité. C'est la signature de ma souveraineté en tant que joueur. Chapitre 13. Je maîtrise le pouvoir silencieux et exponentiel des intérêts composés. Le jeu de court terme, avec ses mouvements et ses exécutions, n'est qu'une partie du plateau. Je zoome en arrière. Je vois maintenant l'échiquier s'étendre sur des décennies. Et sur ce grand plateau, une force opère, silencieuse, discrète, mais plus puissante que n'importe quelle volatilité journalière. C'est la force des intérêts composés. Je la ressens non pas comme une formule mathématique, mais comme une force de la nature, aussi fondamentale que la gravité. C'est la force de la croissance qui s'auto-alimente, le capital qui génère un gain, qui est ensuite réinvesti pour générer un gain encore plus grand, dans un cycle qui s'accélère doucement, presque imperceptiblement au début, puis avec une puissance exponentielle écrasante. Je peux sentir cette courbe se dessiner dans mon esprit, une longue ligne presque plate, qui s'incline ensuite vers le ciel avec une force inéluctable. Je choisis d'aligner ma stratégie et ma psychologie avec cette force. Je comprends que mon plus grand allié n'est pas mon intelligence, mais le temps. Chaque décision que je prends est évaluée à l'aune de son impact sur cette courbe exponentielle. Éviter une perte catastrophique n'est pas seulement une question de préservation du capital. C'est une question de ne pas briser la courbe, de ne pas la forcer à redémarrer de plus bas. La patience n'est plus une vertu, c'est un impératif stratégique pour permettre à cette force de travailler. Même si le monde moderne crie à l'urgence et à la gratification instantanée, je m'ancre dans la temporalité des glaciers. Je ressens une paix profonde en sachant que je suis partenaire de cette loi universelle. Je ne cherche pas le gain rapide. Je cultive un jardin qui, avec le temps, deviendra une forêt. Je suis un gardien du processus de composition.
Mon travail est de planter, de protéger et de laisser le temps et les mathématiques accomplir leur magie silencieuse et inévitable. Chapitre 14. Ma vision à long terme transcende la volatilité court terme. Je suis sur le pont de mon navire, la main sur le gouvernail. Au loin, à l'horizon, se trouve ma destination. Un port lointain représentant mes objectifs financiers et ma liberté. Cette destination est claire, nette, inébranlable dans mon esprit. C'est ma vision à long terme. Entre mon navire et ce port s'étend un océan. Cet océan est le marché. Parfois, il est calme comme un miroir. D'autres fois, il est secoué par des tempêtes violentes, des vagues immenses de volatilité qui cachent l'horizon et semblent menacées de tout engloutir. Ce sont les cracks, les récessions, les paniques. Je les ressens. Je sens le bateau tanguer, le vent hurler. Mais mes yeux ne sont pas fixés sur les vagues de 3 mètres qui s'écrasent contre la coque. Mes yeux sont fixés sur l'horizon lointain. Ma vision à long terme est mon étoile polaire. Elle est l'encre de mon âme. Parce que je sais où je vais, la météo du jour perd de son pouvoir terrifiant sur moi. La volatilité n'est que cela. La météo, elle n'est pas la direction. Je ne confonds plus le mouvement des vagues avec la direction de la marée. Ma stratégie est conçue pour naviguer dans ces tempêtes, pas pour les éviter. Ma gestion du risque est la solidité de ma coque. Mon calme émotionnel et mon sang-froid de capitaine. Même si tout autour de moi les autres marins paniquent, abandonnent leurs navires ou changent de cap à chaque rafale de vent, je maintiens le mien. Je sais que les tempêtes passent toujours. Je sais que ma destination est toujours là, de l'autre côté. Cette perspective me donne une patience et une endurance surhumaines. Je ne suis pas un spéculateur ballotté par les flots. Je suis un navigateur, engagé dans une longue et grande traversée. Et ma destination est certaine. Chapitre 15. Je suis un architecte de la valeur durable. Le jeu s'est transformé. Ce n'était pas seulement une question de coût, de stratégie, ou même de vision à long terme. En regardant le chemin parcouru, la courbe des intérêts composés, la destination à l'horizon, je comprends la nature de mon rôle véritable. Je ne suis pas un joueur, je suis un architecte. Mon capital n'est pas un ensemble de pièces sur un plateau, c'est un matériau de construction. Chaque décision d'investissement n'est pas un pari, c'est une brique que je pose, une poutre que je fixe. Je ne construis pas un château de sable destiné à être emporté par la prochaine marée. Je construis une cathédrale. Une structure conçue pour durer, pour traverser les âges, pour acquérir de la valeur non seulement par sa taille, mais par sa solidité, son équilibre et sa beauté structurelle. Je ressens la responsabilité de cet acte. Je construis non seulement pour moi, mais pour l'avenir. La valeur que je crée est une valeur durable. Elle est ancrée dans des principes solides. La patience, la discipline, la maîtrise de soi, la compréhension profonde du risque et du potentiel. Ce sont les fondations de ma cathédrale. Les intérêts composés sont les arches gothiques qui lui permettent de s'élever vers le ciel. Ma vision à long terme est la flèche qui pointe vers les étoiles. Même si le monde peut être obsédé par la construction rapide et fragile, je choisis la voie de l'artisan, du maître d'œuvre. Je suis fier non pas de la vitesse de la construction, mais de la qualité de chaque pierre. Je suis un architecte de la valeur. Et cette structure que je bâtis, brique par brique, décision après décision, est plus qu'un simple portefeuille financier. C'est le témoignage matériel de ma philosophie. C'est le legs de ma maîtrise. C'est mon chef-d'œuvre.